qui nous manque pour terminer ce portrait chinois. C'est pourquoi fais-tu tout ça? Merci beaucoup. Donc je vais vous lire deux petits extraits de Cœur des trous noirs et la vérité dans les sciences pour essayer de dire quelques embryons de ce que je crois être la démarche scientifique. Voilà. Donc là, c'est un petit dialogue entre deux personnages. Cette éventualité, la possibilité que nous vivions dans un trou noir, a été envisagée à de multiples reprises ces dernières décennies. Sans être tout à fait convaincante, à mon sens, elle demeure viable dans certains modèles. Il existerait alors, comme une structure gigogne, peut-être infinie, de trous noirs, imbriqués les uns dans les autres. C'est assez fascinant. Il n'est pas aisé d'obtenir une vision simple des trous noirs. Je crois que la grande violence intellectuelle de notre temps est précisément l'obsession de la simplicité, ou ce qui certains nomment l'exigence de clarté. Il me semble quand même plutôt louable d'être clair. Oui, évidemment, nul ne songerait à le contester. Mais le problème vient de ce que la clarté étincelante, pour ne pas dire aveuglante, est souvent obtenue au prix d'une simplification, voire d'une caricature du réel qui confine parfois à la falsification. L'impératif de clarté, auquel certains courants philosophiques ou idéologiques tentent de nous soumettre, me semble relever aussi d'une terrible répression de la pensée dont les conséquences sont incalculables, ce qui ne signifie évidemment pas que l'obscurité doit être recherchée ou que toutes les postures sont correctes naturellement. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur ni de la subtilité ni de la diversité. Résister face aux injonctions qui nous poussent à atrophier le monde. Considérer la quête de vérité avec sérieux, c'est-à-dire en tenant compte de l'histoire et en interrogeant le concept de vérité lui-même, qui a pris des sens si divers suivant les époques et les cultures, avec toute la finesse qu'il mérite. Oui, les trous noirs sont de beaux astres effondrés, mais quant à nous, n'effondrons pas les différents modes d'existence, tu as raison, dans une unique manière d'appréhender la réalité. Continuons, contre les gardiens d'un temple vide, à défendre un être au monde où la science ose s'hybrider parfois avec la poésie et la littérature, où l'art n'est pas dénigré, où l'instable et le fragile ont droit de citer, où la recherche, louable et nécessaire, de la vérité ne devient pas une nouvelle dictature, oubliant que l'idée de vérité elle-même demande à être travaillée et n'est pas l'apanage de la seule physique, où le rappel indispensable des faits afin de combattre les impostures ne nie pas pour autant la complexité de leur définition et la plurivocité de leur signification. Osons un peu de subtilité. C'est une posture courageuse. Il faut faire des choix. Certainement, mais rien n'interdit de demeurer très critique par rapport à nos choix. Tu défends pourtant souvent les tiens avec passion et conviction. Tu es tellement sûr de toi. Détrompe-toi. C'est exactement l'inverse. Je suis en perpétuel porte-à-faux par rapport à moi-même. Je doute de chacune de mes positions. Je sens une contradiction latente et parfois patente, infectée, mais aussi mettre en branle et donc en marche le moindre atome de pensée naissante. Tout est fragile, et je le suis plus encore que les propositions que je tente de faire fonctionner, fût-ce au titre d'hypothèse. Voilà, et je vous dis juste un petit extrait de la vérité dans les sciences. La science, donc, est une praxis, plus qu'un corpus. Elle est un contrepoint chaotique de rigueur, d'audace, de porosité à leur choix et de confiance dans des acquis pourtant toujours réfutables en doute. Elle est un mélange intrinsèquement instable d'ambition démesurée et d'humilité absolue. Elle est aussi consciente du fait que ces termes eux-mêmes n'acquièrent de sens que lorsqu'un cadre historique et culturel est choisi et assumé. Elle sait qu'elle ne touche pas la vérité, que nos savoirs ne sont exacts et justes que relativement à des constructions toujours déconstructibles. Tout peut vaciller à chaque instant. Aucune certitude n'est possible. Et pourtant, elle sait que le discours d'un astronome n'est pas celui d'un astrologue, et que si l'un et l'autre ont fait dans le passé comme unité de destin un abîme, distancié aujourd'hui le premier du second. Elle sait qu'aussi désespéré soit-il cet effort, à la fois presque surhumain et pourtant terriblement humain justement, pour tenter de comprendre ou de toucher quelque chose du réel, qui ne soit pas ce que nos élaborations anthropocentrées y ont elles-mêmes déposé, constitue le cœur, à la fois si noble et presque naïf, de la démarche.
La science est indéfinissable, la vérité est inaccessible, mais elle partage au moins cette capacité à générer cet état d'être si essentiel et élégant que le poète Fernando Pessoa nommait l'intranquillité. En résumé, et caricaturalement, ce que nous avons donc souhaité suggérer est essentiellement ce qui suit. La vérité est évidemment un guide nécessaire, qu'il ne faut d'aucune manière récuser, mais elle est elle-même dépendante d'un système de pensée partiellement construit. La vérité pure et intrinsèque est un concept extraordinairement dur et délicat à travailler. Suivre aveuglément la vérité, qui est nécessairement celle d'une culture, d'une époque, d'une civilisation, d'un système de croyance, d'un choix de rapport spécifique au réel, sans questionner ce qu'il établit, est parfois aussi dangereux que l'ignorer. La science est une manière de faire un monde parmi d'autres possibles. Elle est cohérente et convaincante, elle est belle et rationnelle, mais n'entretient pas nécessairement de lien privilégié avec la vérité ou avec l'en-soi du réel. La science de la nature se caractérise par sa diversité d'approches, sa fugacité assumée, sa capacité au renouvellement, sa porosité à l'imprévu, sa conscience de n'être jamais démontrée. Elle est une création sous contrainte, qui a l'immense vertu de révéler quelque chose du réel qui ne soit pas une simple projection de nos fantasmes. Lorsqu'il y a accord sur un système, c'est-à-dire sur une manière d'appréhender l'univers, par exemple scientifique, les résultats sont généralement objectifs et non ambigus. Il est alors cohérent d'évoquer la vérité. Mais cette manière elle-même est évidemment en partie arbitraire. En ce sens, le réel serait avant tout un ensemble de fonctions ou de réponses. Chaque réponse est claire et non contractuelle, dès lors que la question, c'est-à-dire le rapport au réel, est choisie. Mais tout laisse penser qu'une infinité de modes de questionnement, et donc autant de réponses, sont possibles. Le relativisme philosophique, fût-il radical, ne prétend pas, d'aucune manière, que tout se vaut, et moins encore qu'aucune action n'est souhaitable. Dans la version ici esquissée, il serait le contraire d'une peur de savoir. Le relativisme exigeant et militant, à l'inverse d'un laxisme, permet d'opérer des choix, tout en demeurant conscient du fait qu'ils ne sont pas nécessairement les seuls possibles. Le cadre de pensée, c'est-à-dire les règles du jeu, intègre donc lui aussi l'espace de ce qu'il faut interroger et étudier. Sans doute d'ailleurs, faudrait-il en fait plutôt parler de relationnisme pour éviter la connotation souvent péjorative du relativisme, ou mieux encore, de pluriréalisme, ni l'irréalisme qui nie l'existence d'une réalité hors soi, ni le réalisme absolu qui entend tout réduire à un seul mode d'être, qui bien sûr, suivant les courants, peut être la science, la religion, etc. Les postures intenables et arbitraires, créationnisme par exemple, scandaleuses, révisionnisme, négationnisme par exemple, dangereuses, racisme, climato-scepticisme par exemple, doivent être combattues sans relâche et sans question, mais avec efficacité et intelligence, c'est-à-dire en comprenant et en dénonçant leur logique interne. Aimer la science, la pratiquer avec passion, la défendre contre les dogmatismes, la promouvoir comme exercice d'humilité et de rigueur, nous semble possible et souhaitable, sans pour autant lui conférer une hégémonie qui décrit les autres champs cognitifs et sans cesser de la questionner parce qu'elle aussi se révèle de fait très mouvante et incertaine dans ses méthodes et ses fondements. Une certaine pensée de la diversité, tant au niveau scientifique qu'au niveau ontologique, peut être aujourd'hui utilement convoquée, au moins à titre expérimental. Sur toutes ces questions, il convient d'être prudent et mesuré, de voir que chaque positionnement, y compris celui ici suggéré, entraîne son propre lot de dangers et de contradictions. Dans notre espace culturel et intellectuel contemporain, souvent dominé par la violence et la radicalité, par les appels séduisants, mais tellement insatisfaisants, d'un scientisme naïf d'une part et d'un obscurantisme nocif d'autre part, un peu de nuance me semble être plus que jamais indispensable. Résister commence par penser. Merci.